En République démocratique du Congo, des combats dans le nord Kivu, notamment à Goma, font les choux gras. Depuis ce matin, on en parle. Il faut déjà rappeler que le 25 janvier dernier, la RDC décidait de rompre diplomatiquement d'une certaine manière avec le Rwanda en rappelant ses diplomates sur son territoire, sans compter que le même week-end, on annonçait la mort du général Peter Sirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui est mort dans les combats à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours dans cette même République démocratique du Congo, les combats se durcissent entre les forces armées de RDC, bien sûr les FARDC, et les combattants du M23 dans la ville de Goma. Et très tôt ce matin, on annonçait la prise de Goma par le M23, alors que les FARDC continuent d'être sur la défensive. La MONUSCO, toujours annoncée sur le territoire congolais, se dit sur tous les fronts afin d'apporter son aide à la République démocratique du Congo. La RDC a réclamé toujours ce week-end des sanctions contre le Rwanda, alors que les combats continuaient de faire rage autour de la ville. Ceci, c'était avant la prise de la ville de Goma par les rebelles, justement considérés comme des terroristes. Des sources ont également annoncé la présence de pratiquement 4000 soldats rwandais sur le territoire de l'Est de la République démocratique du Congo, que finalement partagent les deux pays, avec bien sûr compris son voisin le Rwanda. En tout cas, en RDC, l'actualité est brûlante et on en parle dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Nous essaierons d'avoir justement la vision panafricaine, le regard panafricain de notre consultant ce soir. Il s'agit d'André Christelle Fonga, directeur de publication et analyste. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Madone Bégoudé, bonsoir. Bonsoir. C'est avec un visage grave, avec une mine serrée, que je suis dans vos studios. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute la galaxie panafricaine qui nous écoute, n'est-ce pas, sur toutes les plateformes et qui nous voit, n'est-ce pas, sur toutes les différentes plateformes, n'est-ce pas, de For You Africa. C'est un réel plaisir, n'est-ce pas, de venir croiser le verbe avec vous pour répondre justement aux questions que vous allez poser et qui doit éclairer justement la lanterne de beaucoup d'Africains et le reste du monde. Vous savez que nous sommes là pour le monde et l'Afrique en particulier. Et nous savons tous que notre combat, c'est de voir l'Afrique être véritablement souveraine, être panafricanisée, avoir, n'est-ce pas, son développement endogène, c'est-à-dire un développement pensé par nous-mêmes et pour nous-mêmes, avant de regarder, de copier les modèles occidentaux. Donc, merci de cette invitation et je suis disposé, n'est-ce pas, à vous accompagner. Laissez-moi féliciter le premier secrétaire du PURS, M. Serge Espoir Matomba. J'ai suivi une très belle émission dans une chaîne de télévision où il répondait, n'est-ce pas, à un journaliste aux questions qui lui étaient posées. Et il a justement posé la problématique que nous, les panafricanistes, nous posons. C'est-à-dire, il a dit, par exemple, qu'il ne deviendra pas troisième président de la République du Cameroun. Mais premier président, n'est-ce pas, d'un Cameroun nouveau. Indépendant. Et ça, un Cameroun nouveau est possible. Oui, nous le croyons qu'un Cameroun nouveau est possible. Débarrasser, n'est-ce pas, de tous ces stigmates, n'est-ce pas, de tout, comment dire ça, vestiges, n'est-ce pas, de la colonisation, tous ces legs, n'est-ce pas, coloniales que nous traînons et que nous essayons, n'est-ce pas, de nous débattre pour s'en débarrasser, alors que il faut refonder complètement l'État parce que le système ne peut pas, n'est-ce pas, ce système ne peut pas amener l'Afrique ou bien le Cameroun à sa croissance. Donc, quand j'ai suivi ça, j'ai tressailli et j'ai dit, waouh, quand je vais le voir, je vais le saluer de manière personnelle, n'est-ce pas? Et je profite de vos antennes pour justement le saluer et que j'ai bien écouté, n'est-ce pas, cette interview-là dans cette chaîne de télévision. Donc, félicitations à vous, monsieur le premier secrétaire du PURS, avec ces positions panafricanistes claires. Et j'ai vu la réaction aussi sur les réseaux sociaux. Certains qui étaient très contents aussi de cette, n'est-ce pas, posture-là. Et d'autres, vous savez qu'il ne manque pas de détracteurs. Mais bon, quoi en faire?
si la majorité, n'est-ce pas, qui comprend les enjeux de la refondation ou bien d'un nouveau Cameroun, d'un Cameroun indépendant, n'est-ce pas, sont plus nombreux, alors le reste, on s'en fout. Merci André Christelle Fanga pour cette entrée fidèle d'ailleurs à vos anciennes, à vos précédentes entrées. Merci d'être là. Juste après cette transition, on démarre les échanges. Ça marche. Et l'étau du M23 s'est resserré autour de Goma. Des tirs ont été entendus aujourd'hui jusque dans le centre-ville. André Christelle Fanga, plusieurs déplacés crient aujourd'hui au désarroi. Il ne faut pas manquer que la frontière a été fermée avec le Rwanda justement dans cette zone-là. Il n'y avait que le personnel des Nations Unies par exemple et quelques officiels dans les différents territoires qui avaient le temps de retourner chez eux, soit en République démocratique du Congo, soit au Rwanda. André Christelle Fanga, la situation est presque gravissime en République démocratique du Congo. Ces derniers jours, nous avons abordé l'actualité concernant ce pays, notamment sur le plan sécuritaire, et les appels au président Tshisekedi à agir concrètement en adéquation avec la situation actuelle. Mais d'ores et déjà, commençons par là, André Christelle Fanga, comment on peut décrire ou encore analyser la situation actuelle en République démocratique du Congo avec l'Union africaine qui se montre un peu comme si elle marchait sur des œufs, avec une réaction assez floue et faible. L'EAC qui décide d'organiser une assise sous 48 heures, et l'annonce a été faite hier soir par le président William Ruto du Kenya. Comment analyser la situation actuelle entre la RDC et le Rwanda? Je vais l'analyser sur peut-être 2 ou 3 points. Le premier point, c'est la non-implication des Congolais dans cette bataille. La non-implication des Congolais, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui est immensement riche, territorialement grand, oui, qui a des capacités énormes de donner à chaque Congolais le maximum pour bien vivre. Et qu'une partie de son territoire est occupée et nous ne voyons aucune organisation des Congolais. Je parle là des Congolais. oui. Pas seulement ceux du gouvernement, pas seulement ceux de l'armée, mais que le Congolais lambda ne se préoccupe pas véritablement de la situation qui se prévaut au Nord Kivu. Je pense que s'il y avait des organisations non gouvernementales, la société civile, s'organisait en RDC, je pense que ça devait ajouter un plus pour la résolution, n'est-ce pas, de cette crise. Ça, c'est la première grille d'analyse, n'est-ce pas, la non-implication des Congolais dans cette bataille. Deuxième chose, la non-implication véritable, n'est-ce pas, des autorités congolaises. L'incapacité à prendre des décisions qu'il faut pour régler le problème congolais. Parce que vous ne pouvez pas, un seul instant, laisser la charge au Wazalendo, qui est un groupe, n'est-ce pas, aussi, comme le M23, en l'efface, c'est-à-dire, vous cachez derrière les Wazalendo pour que c'est les Wazalendo qui mènent bataille pour vous. C'est-à-dire, un autre groupe, on peut le taxer de rebelle aussi. Alors que vous avez la possibilité, vous en tant que gouvernement congolais, avec tous les moyens que vous avez, de dire, ok, nous prenons la responsabilité de déployer des hommes, de l'armement, tout ce qu'il faut pour mettre hors d'état de nuire le M23, ce qui n'est pas fait. C'est aujourd'hui qu'on entend qu'il y a eu, les FARC sont en train de descendre pour aller sécuriser Ngoma. Mais depuis, ils faisaient quoi?
pour ne pas aller sécuriser les territoires qui étaient pris en otage depuis des années. C'est de l'irresponsabilité gouvernementale, c'est-à-dire l'irresponsabilité, n'est-ce pas, du président de la République, qui ne veut pas agir selon, n'est-ce pas, le droit, selon, n'est-ce pas, les possibilités qui lui sont offertes par le Rwanda et le M23. Et les possibilités aussi que son pays l'offre. Parce que vous ne pouvez pas avoir un pays aussi riche, aussi peuplé, et que les populations souffrent le martyre dans leur propre pays parce que simplement ils sont riches. Et vous ne les protégez pas. Parce que le rôle de l'État, c'est protéger ses populations. Oui. Alors, combien d'années vous n'arrivez pas à protéger vos populations? Troisième grille de lecture, c'est cette méchanceté du peuple rwandais avec son chef, M. Paul Kagame. Nous posons la question de savoir est-ce que M. Paul Kagame est même africain. Parce que attaquer un pays, massacrer les populations de cette façon, je comprends pourquoi à un moment donné, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avait appelé Hitler. Oui, parce que ce sont des méthodes de Hitler, ça. Et on voit dans une vidéo, le M23 avec l'armée rwandaise marcher main dans la main. Se balader partout. Et donc, ça les fait peur. Écoutez, quand vous regardez les femmes qui sont violées, quand vous regardez les enfants qui sont dans la misère totale, qui sont tués, qui sont massacrés, ça n'interpelle personne. Où est partie la conscience humaine? Où est parti, n'est-ce pas, ce brin d'humanité en nous et au peuple rwandais, à M. Kagame et ses alliés? Ils n'ont plus d'humanité pour voir ça, cette gravité-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde sache que M. Kagame est un agent de l'impérialisme, est un agent, n'est-ce pas, destructeur de notre continent. Vous savez que la RDC représente beaucoup pour l'émancipation de l'Afrique, représente beaucoup pour le développement de l'Afrique, représente beaucoup pour la préservation de l'écosystème planétaire, représente beaucoup en matière, n'est-ce pas, technologie, en matière de plein de choses, parce que le lithium qui va dans les téléphones, dans plein de choses, n'est-ce pas, les ordinateurs et tout ça. La matière première se trouve en premier en RDC. Et dans cette partie du Nord Kivu, il y a plein de richesses, diamants, or, qui sont exploités par le Rwanda depuis des décennies. C'est pour ça qu'on dit, oh non, le Rwanda se développe. Rien que Kigali. En dehors de Kigali, allez voir encore s'il y a une autre ville, n'est-ce pas, qui ressemble à quelque chose. À cause, n'est-ce pas, de ces ressources-là volées et pillées en RDC. Je crois qu'il y a le processus de Kimberley qui certifie les diamants, n'est-ce pas, venus de bon. Et ils ont ce qu'ils appellent souvent les diamants de sang. Donc le diamant que le Rwanda vend là, ce n'est pas le diamant de sang. Mais comme c'est eux les patrons, parce que Kagame n'est que celui qui arrête, n'est-ce pas, qui appuie sur la gâchette, mais qui est le propriétaire de l'arme, qui tue, qui pille, qui détruit la vie au Congo. C'est les Occidentaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les Africains, nous tous, et comme vous le faites si bien, parce qu'en mettant chaque fois en thème, n'est-ce pas, ça permet de sensibiliser, ça permet de donner des pistes de solutions, n'est-ce pas, en RDC et le reste du monde, pour que tous les Africains puissent se mobiliser pour regarder cette situation congolaise. Trop, c'est trop. Vous avez posé dans votre question de savoir l'Union africaine qui semble marcher sur des œufs, l'OAC qui cherche des voies et moyens de crise. C'est quand les choses sont en train d'empirer qu'on cherche les voies et moyens. Ça fait combien d'années que ces combats existent, que le M23 sévit? Pourquoi maintenant? Quand il faut une solution militaire, quand il faut une solution, n'est-ce pas, de
de correction de ce M23 et ses bandes, n'est-ce pas, sa bande avec ses partenaires rwandais ou de l'armée rwandaise. Je pense que l'Union africaine ne mérite même pas se prononcer dans ce dossier. Parce qu'elle n'a aucune solution. Bon, attendons voir ce que le président Ruto va nous dire. On se souvient du processus de Nairobi, justement, avec la présence du président William Ruto, la médiation du président João Lourenço de l'Angola, sauf que le processus piétine depuis plusieurs mois, que dis-je, depuis plusieurs années, et il n'y a pas moyen de faire la paix entre la RDC et le Rwanda, car à chaque fois qu'une possibilité de dialogue se pose, eh bien, soit l'un, soit l'autre n'est pas présent, soit ça se termine en queue de poisson. Cette fois-ci, William Ruto entend recevoir le président Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame afin de s'asseoir sur une table et discuter. C'est qu'en fait, le continent africain ne veut pas privilégier la voie militaire. Écoutez, Madame Madone Begoudé, oui. C'est les armes qui tournent depuis longtemps. C'est les armes qui dictent la loi au Nord Kivu. C'est les armes, n'est-ce pas, qui sont les éléments utilisés pour se faire entendre. Alors, depuis longtemps, ça se fait. Les armes tournent. Il y a l'avancée du M23. Tantôt, il y a des reculades, tantôt, il y a des avancées. Et d'ailleurs, les avancées sont jusqu'à ce que la ville de Ngoma est déjà presque prise par les rebelles du M23. Et donc, il y a eu un grand déploiement, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, des FARC pour justement aller sécuriser Ngoma. Oui. Alors, est-ce que le président Ruto et tous ceux qui l'accompagnent dans ce soi-disant dialogue ou bien recherche, n'est-ce pas, des solutions en dialoguant, ne voient pas que c'est une perte de temps? Une perte de temps, pourquoi? Parce que si il fallait dialoguer, on ne pouvait pas appeler le M23 de venir s'asseoir sur la même table. Vous ne pouvez pas appeler groupe rebelle, c'est-à-dire, quand on parle de groupe rebelle, on parle d'un groupe terroriste, un groupe comme Al-Qaïda, comme l'État islamique, comme Boko Haram, comme Armi, et on en passe, tous ces groupes-là. Donc le M23 est classé dans la catégorie, n'est-ce pas, des terroristes. Et vous ne pouvez pas un seul... Et là, je suis d'accord avec le narratif du président Félix Tshisekedi Tshilombo, en disant, je ne peux pas m'asseoir sur la même table avec des terroristes. Et aucun État sérieux dans le monde ne peut accepter s'asseoir, n'est-ce pas, avec des terroristes. Les Occidentaux en sont les champions. Donc, vous ne pouvez pas nous demander aujourd'hui, condition qu'à chaque fois, et d'ailleurs, je commence à penser que oui, même Kagame est un terroriste. Oui. Pourquoi vous serrez la mine? Non. Il faut appeler Chacha. Monsieur Kagame est un terroriste. Oui, ok. Et donc, si M. Kagame est un terroriste, lui-même ne doit faire plus partie, n'est-ce pas, des tables de négociation. Donc, la seule issue pour moi qui reste pour que ce problème puisse être réglé, c'est la force. Et je pense que la RDC a les moyens, a la capacité. Une invasion Mais bien sûr, dans le Rwanda. Il faut envahir le Rwanda. Ce n'est pas qu'une invasion. Il faut envahir le Rwanda. Il faut que la RDC s'engage dans une guerre pour dire que nous envahissons le Rwanda. Parce que vous ne pouvez pas envoyer un territoire pendant des années. Tous les jours, processus de négociation, paix à gauche, paix à droite. Non, on parle avec le M23 ou bien on va échanger avec le Rwanda. Alors que les deux présidents non plus ne s'asseyent pas sur la même table. En plus encore, vous voulez faire asseoir sur la même table la RDC et le M23. Le M23, c'est quoi? C'est qui? Pour s'asseoir sur la même table avec un État, un pays. C'est
comme ça que vous allez demander aussi, vous appelez ça quoi, Ambazonie au Cameroun, que les Ambazoniens viennent s'asseoir sur la même table que le président, Paul Biya, et discuter. C'est quel état ça? De quoi il s'agit là? Et je pense qu'aujourd'hui, le processus aujourd'hui, parce que s'il devait avoir négociation, s'il devait avoir la paix, s'il devait avoir des assises, s'il devait avoir des concertations, ça aurait eu lieu depuis longtemps et le M23 aurait baissé ou bien aurait déposé les armes. Mais comme il y a un agenda bien connu, c'est que Paul Kagame et son M23 veulent envahir le Nord Kivu, en fait, veulent récupérer ce territoire parce qu'il est extrêmement riche pour continuer davantage à s'enrichir et enrichir ses amis occidentaux. Pour que l'Occident continue, n'est-ce pas, les États-Unis, l'Angleterre, la France, continuent à s'enrichir, n'est-ce pas, sur le dos des Congolais. Et que la gouvernance, n'est-ce pas, des leaders comme Tshisekedi, soit des gouvernances où il va passer le temps juste à lutter contre le M23 sans penser, n'est-ce pas, à des projets extrêmement importants pour son pays. Parce que vous savez que c'est l'art de la distraction. On vous crée des situations comme ça pour vous distraire. Et je pense que pour arrêter la distraction, il faut une offensive, n'est-ce pas, militaire puissante de la part de la RDC. Et j'ai déjà proposé des solutions ici, de comment faire. S'il faut recruter, vous recrutez. S'il faut former, vous formez. S'il faut payer, vous payez. Et maintenant, s'il faut armer, comment est-ce qu'on arme les FARDC? Parce que justement sur le terrain, cela semble rester une épine dans le pied des forces armées congolaises qui ont malheureusement constaté que le M23 aujourd'hui était bien plus armé qu'il y a de cela 5 ans seulement, qu'il y a de cela 10 ans par exemple. Madame Bégoudé, laissez-moi vous dire quelque chose. Oui. Quand le Burkina Faso, quand le Mali, le Niger se débarrassent des rebelles, les terroristes, appelés Barkhane, appelés Serval, et j'en passe, appelés Takuba, ils vont où? On nous a montré quelques déploiements, ils sont partis. Mais la plupart, parce que quand vous avez près de 25 000 hommes sur un territoire, vous les faites partir tous comme ça d'un coup? Non. Comme ils ont raté de diviser, par exemple, le Mali, qui était une terre extrêmement riche, parce qu'il fallait diviser le Mali pour laisser l'état de l'Azawad, n'est-ce pas, prospérer, pour gérer les ressources. C'est la même chose. C'est une planification néocoloniale. Colonialiste, impérialiste, capitaliste, tout ce que vous voyez là. Le M23 est une fabrication coloniale. Les différents terroristes sont des fabrications coloniales. Donc, vous voyez qu'ils mettent en place des instruments pour vous embrouiller, pour vous diviser, pour qu'ils puissent continuer à... En fait, c'est la loi machiavélique, n'est-ce pas, qui est en œuvre en Occident. Cette loi machiavélique veut quoi? Diviser pour mieux régner. Parce que, et ça s'explique très bien en RDC, avec le M23, le Rwanda, n'est-ce pas, et la MONUSCO. Vous voyez, la MONUSCO est toujours présente, non? Oui. Elle a trouvé les solutions depuis des années. Ça fait 30 ans. Plus de 30 ans même déjà. Parce qu'ils ont changé juste des noms. Oui, après la MONUC, il y a eu justement la MONUSCO. Donc vous comprenez que ça fait des années qu'ils sont là et la paix n'est jamais revenue. Donc vous voyez qu'ils ont mis un système en place qui va permettre aux Africains de ne pas se concentrer sur des vrais sujets. Et donc, les forces terroristes rebelles et les éléments, les armes qui sont partis du Burkina Faso, qui sont partis du Mali, qui sont partis du Niger, sont allés où? C'est ça qu'on a reversé à des rebelles comme le M23. C'est ça qu'on a reversé, n'est-ce pas, aux rebelles qui devaient justement attaquer le Tchad. C'est ça qu'on a reversé à beaucoup de groupes d'armées qui sont justement
en fait, ils se sont recyclés. Oui. Ils vont s'appeler Boko Haram, ils vont s'appeler M23, ils vont s'appeler il y a des organisations qui vont naître comme ça, des organisations terroristes qui vont naître comme ça. Des gens qui vont se lever un matin pour dire que bon, ok, nous on veut diviser peut-être tel pays. Donc, vous voyez que c'est un construit et que ce construit-là, nous les Africains, nous devons comprendre. C'est pour ça que dès l'entame de votre émission, j'ai posé, n'est-ce pas, la problématique sur 3 dimensions. Oui. C'est-à-dire la mobilisation du peuple congolais lui-même. D'abord, qu'il prenne conscience qu'il y a, n'est-ce pas, un agenda bien, n'est-ce pas, défini contre la RDC qui est au-delà de la personne de M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui n'a que peut-être 2 mandats de président et après il s'en va. Et le problème restera. Qui va au-delà, n'est-ce pas, de ces autorités qui sont là actuellement et qui chacun finira par partir, mais le problème sera toujours là. Et le problème du M23, ce n'est pas seulement sur Tshisekedi. Il a trouvé ce problème. C'était un peu atténué parce que M. Kabila, l'ancien président, était l'ami de M. Paul Kagame. Et donc, les choses se passaient en douce. Parce que M. Kabila, Joseph Kabila, était avec Paul Kagame. C'était des amis. D'ailleurs, même on dit qu'il est rwandais, M. Kabila. Oui. Parce qu'il ne prononce aucun mot congolais, lingala. Oui. Vous savez que les Congolais sont fiers, n'est-ce pas, de leur langue. Sont fiers de s'exprimer dans leur langue. Peut-être que Kabila est fier de s'exprimer en français. C'est en français alors. Bon, c'est juste des petits éléments comme ça qu'il faut comprendre. Et que l'une des choses... Le problème gouvernemental, parce que comme je vous expliquais en 3 dimensions, le problème gouvernemental, c'est l'épuration. Il faut épurer l'armée congolaise. L'armée congolaise a été infiltrée depuis des décennies. Kabila père a introduit dans l'armée congolaise des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, des Libériens même. Des gens qui sont venus, qui l'ont aidé, n'est-ce pas, dans la prise du pouvoir contre Mobutu Sese Seko Wazabanga Kutungbengu. Et donc, il a travaillé justement avec cette coalition de forces-là. Et donc, pour les remercier, n'est-ce pas, il les a tous donné des grades au sein de l'armée congolaise. Et donc, c'est devenu une mixture. C'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a des soldats, n'est-ce pas, des FARC qu'on a envoyés au combat, ils ont fui. Parce que ceux qui sont en face, le M23, la plupart des gens du M23, c'est leurs frères, c'est leurs amis. Et donc, ils se sont retrouvés en train de fuir ces combats. Et décourager, n'est-ce pas, les stratégies gouvernementales ou bien de l'armée congolaise à trouver des solutions. Et ne pas vouloir s'engager dans une logique, n'est-ce pas, de bataille. Parce que si la RDC avait engagé une bataille féroce contre le M23, ça n'existerait plus aujourd'hui. Mais ça a toujours été non, il faut négocier, il faut parler, il faut des assises, il faut ceci. Et ça n'a jamais abouti. Et le M23 ne fait que avancer. Et donc, madame, oui. Ce qui est aberrant, ce qui est désolant, c'est que l'Union africaine, qui n'est pas une organisation africaine, qui n'est qu'une succursale de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est l'Union européenne qui décide de ce que l'Union africaine va faire, parce que c'est l'Union européenne qui paye les salaires à l'Union africaine. Et donc, celui qui rationne commande le menu. Vous le savez bien. Vous êtes une dame. Celui qui rationne commande le menu. Oui. Et donc, les meilleurs morceaux, c'est lui qui les prend. Et donc, l'Union africaine ne peut pas prendre une décision qui va à l'encontre de l'Union européenne parce que les membres de l'Union européenne sont ceux qui sont derrière le M23, sont ceux qui sont avec M. Kagame. Et donc, c'est leur vrai patron.
Et donc, véritablement, il ne peut pas avoir de décision forte de l'Union. La force en attente africaine, elle est où? Des conflits comme cela, n'est-ce pas? Il devait avoir une force en attente qui devait justement jouer vous appelez ça quoi? Interposition? Une force d'interposition. Une force d'interposition qui vient se placer, vous dites, ok, en attendant de trouver une solution. Même chose pour la MONUSCO. Ça devait être une force d'interposition. Mais, ce n'est pas son rôle. En tout cas, vous êtes les Africains, tuez-vous. Continuez la guerre. Ça nous permet d'exploiter. Ça nous permet, n'est-ce pas, d'avoir les ressources, de s'enrichir. Et basta pour les vies, basta pour les enfants, basta pour la démobilisation. Vous savez, seulement en une journée, plus de 4000 personnes, 4000 déplacés. Ce n'est pas énorme. Si. La ville de Ngoma seule a, je crois, 2 millions et demi de personnes. Vous imaginez les tirs, comment c'est en train de tirer ces jours-ci, depuis quelques jours. Comment ça tire là-bas. Et que jusqu'à ce que tout un gouverneur est assassiné. Alors, vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Désormais, l'heure est bien plus grave que ce qu'on veut bien penser. Exactement. Donc, vous voyez que les populations sont en train de se démobiliser et tout cela. Et donc, pour simplement dire que Madame Begoudé, le complot, il est international. Et pour régler les problèmes internationaux comme cela, il faut aussi que les Africains se mobilisent pour aider la RDC. Je pense que là, je suis plus conscient que le problème n'est pas seulement parce que la RDC n'est pas capable de combattre le M23, mais parce qu'en réalité, le complot date depuis longtemps, qu'il faut mettre la RDC à sac, il faut dépouiller la RDC, il faut freiner la RDC, il ne faut pas que les dirigeants, n'est-ce pas, congolais, prennent de bonnes décisions pour l'épanouissement du panafricanisme, pour l'épanouissement des Congolais, et que si le pays devient libre, vous savez, le potentiel congolais en matière de ressources naturelles, peut construire toute l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure du lithium, j'ai parlé de l'or, j'ai parlé du diamant, qui sont des ressources phares. Vous savez qu'il y a des ressources, encore d'autres ressources extrêmement importantes en RDC. Il y a l'uranium en RDC. Il y a beaucoup d'autres ressources qui du cobalt. Il y a du cobalt. Il y a plein de choses. Plein de choses. Et l'une des ressources, c'est la ressource énergétique. La RDC a l'un des potentiels énergétiques les plus puissants au monde. Et quand on parle d'énergie, l'énergie ne vient pas seulement seule comme ça. C'est accompagné, n'est-ce pas, de beaucoup d'autres agrégats. Et quand on vous dit par exemple, le barrage Inga a la capacité de donner de l'énergie à toute l'Afrique, s'il est construit, a la capacité de donner de l'énergie pour toute l'Afrique et peut-être même la capacité de le revendre ailleurs. Donc, vous imaginez un tel projet se réaliser pour l'Afrique. Vous voyez que, vous faites chuter l'Europe immédiatement. Pourquoi? Parce que vous faites chuter l'Europe, pourquoi? Parce que l'Europe a basé, n'est-ce pas, son développement sur l'industrialisation. L'industrialisation des matières premières. C'est pour ça qu'ils font tout pour acheter les matières premières partout dans le monde et on vient les transformer chez eux. C'est pour ça qu'aussi c'est les plus grands pollueurs du monde. C'est-à-dire, ils achètent l'uranium, ils le transforment chez eux, comme la France prend l'uranium au Niger, ramasse gratuitement Ndjo au Niger, va transformer ces 56 centrales nucléaires, tournent. Ça produit, n'est-ce pas, le produit, n'est-ce pas, pour faire vous appelez ça la bombe atomique. Ça produit de l'énergie. La France est alimentée à 40% par l'énergie produite par ces centrales nucléaires, par l'uranium du Niger. Vous voyez un peu. Le bois exploité chez nous en Afrique construit
n'est-ce pas, des maisons, fait des meubles, oui, et tout. Qu'on nous renvoie encore ici. D'ailleurs, la preuve en est, nous sommes devenus des villes brocantes. Nous saluons les brocantes. Nous sommes devenus la friperie. Nous sommes devenus, n'est-ce pas, les villes poubelles. Nous sommes les dépotoirs. Vous ne constatez pas que nous sommes devenus des dépotoirs? Les grandes avenues aujourd'hui dans nos villes, nos grandes métropoles sont devenues des magasins plutôt. Vous trouvez des frigos usagés, alignés partout. Vous trouvez des cuisinières, vous trouvez des choses, des matelas et tout ça. Et vous êtes surpris d'avoir les puces dans vos lits. Parce que nous sommes des dépotoirs, nous sommes la poubelle. Acceptons que nous sommes la poubelle. Chers Africains, nous sommes la poubelle. La plupart de nos capitales sont devenues des poubelles de l'Europe. Et on est fiers. On dit, oh ben j'ai mon frère qui m'a envoyé un conteneur de poubelle. Ah oui. Et c'est comme ça que ça tue l'industrie camerounaise. Ça tue les petits métiers au Cameroun. Parce que les menuisiers sont en train de disparaître. Ils ne font plus les meubles. C'est en train de disparaître. Il y a plein de choses qui sont en train de disparaître chez nous. Donc, je prends tous ces éléments-là pour vous dire que le complot, il est global. C'est-à-dire l'Europe s'est industrialisée et il ne faut pas un seul instant qu'un pays, n'est-ce pas, comme la RDC, puisse peut-être avoir de l'énergie pour distribuer et permettre qu'il y ait transformation du bois, transformation de l'uranium, transformation de l'or, transformation du diamant. En fait, qu'on devienne, n'est-ce pas, cette mastodonte-là, capacité de produire, par exemple, de raffiner le pétrole. Vous voyez un peu? Il y a plein de choses que la RDC subit parce qu'il a ce potentiel-là. Donc, il faut distraire, n'est-ce pas, les différents gouvernements, il faut distraire les différentes personnalités, il faut distraire, n'est-ce pas, les Congolais en leur opposant, n'est-ce pas, avec leurs frères du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et tout ça, dans un conflit, un méli-mélo qu'on dit le M23, 1-23. Ça sort d'où? C'est quoi? Vous avez vu le Mali, quand ils ont décidé de combattre, n'est-ce pas, les rebelles, le terrorisme, les résultats ne sont pas là. Où l'armée française a fait 10 ans avec sa coalition, n'est-ce pas, de Takuba et tout le reste, MINUSMA, si c'est MINUSMA et tout ça. Où ils ont fait 10 ans sur place sans résultat, en moins de 1 an. Des villes, des territoires ont été libérés, n'est-ce pas, au Mali. Donc vous voyez que quand vous prenez la bonne décision, quand vous comprenez les enjeux, parce que M. Tshisekedi doit comprendre les enjeux. Parce que c'est ça qui m'énerve sur M. Tshisekedi. Parce qu'il ne comprend pas les enjeux, que c'est au-delà, n'est-ce pas, de Kagame. Les enjeux sont au-delà de Kagame. Les vrais patrons sont en Belgique. Les vrais patrons sont en France. Les vrais patrons sont en Allemagne. Les vrais patrons sont en Italie. Les vrais patrons sont aux États-Unis, sont en Angleterre. Les vrais patrons de Kagame. Et donc, si tu veux devenir un vrai leader, un vrai panafricaniste, alors tu prends les bonnes décisions. C'est-à-dire, première des choses, allez, monsieur la MONUSCO, dégagez. La décision avait été prise, André. Mais jusqu'à présent, ils sont là, non? Permettez-moi justement de vous relancer. Oui. La décision avait été prise avant l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on constate que le mandat de la MONUSCO a été prorogé d'1 an encore sur le territoire congolais. L'excuse a justement été donnée au sein de l'ONU, au sein d'une réunion du Conseil de sécurité. C'est que les rebelles du M23 sévissent encore sévèrement. Et donc, les FARDC ont besoin d'appui. Lequel appui, malheureusement, n'est peut-être pas efficace sur le terrain. Madame Agon, vous voulez que je vous réponde? Dites-moi, vous voulez que je vous réponde? Ok, je vais vous répondre. Oui. Vous connaissez la stratégie du pompier pyromane? C'est-à-dire, on allume le feu et on vient faire semblant de l'éteindre. En fait, on crée, n'est-ce pas, le besoin pour venir vous vendre l'aide. C'est ça la MONUSCO.
Et nous le savons depuis longtemps. Oui. Seul le président Tshisekedi ne le sait pas, selon vous? Mais il le sait. Mais comme lui aussi, c'est comme s'il fait partie du complot. Parce que s'attaquer au vrai... Vous savez, vous ne pouvez pas prendre tout le monde au dépourvu. Vous ne pouvez pas prendre des décisions ou bien ne pas prendre des bonnes décisions et penser que vous obtiendrez des résultats différents. C'est un peu même de la bêtise. C'est-à-dire, vous prenez les mêmes décisions, n'est-ce pas, sur le même problème depuis au moins 20 ans. Ça veut dire que vous ne voulez pas véritablement résoudre le problème. Ça veut dire que si vous voulez résoudre le problème du M23, vous changez de stratégie, vous changez de méthode. Et je pense que c'est cette méthode-là qu'il faut changer. Ne plus compter sur les instruments comme la MONUSCO, ne plus compter sur l'Union africaine, ne plus compter sur, je ne sais pas, l'OAC, c'est l'EAC, ne plus compter, n'est-ce pas, sur les organisations sous-régionales et tout ça, n'est-ce pas, sur vous appelez ça quoi, les médiateurs, hein, qui veulent processus de dialogue. Le processus de dialogue et tout ça. Qui espère justement, André-Christelle Fonga, puisqu'on en reparle dans la deuxième partie de notre thématique, l'EAC décide de faire asseoir une fois de plus le président Kagame et le président Tshisekedi dans l'espoir d'éviter que la guerre soit réellement déclarée entre les deux, car estimant que pour l'instant c'est un groupuscule de terroristes armés qui agit à l'est de la République démocratique du Congo, et le Congo pourrait décider de riposter, comme vous proposiez d'ailleurs tout à l'heure, en envahissant le Rwanda. Alors l'EAC essaye tant bien que mal d'éviter que la région s'embrase, car il ne faut pas oublier que le Kenya ne s'est pas encore remis des troubles politiques. L'Ouganda est en train de se remettre des difficultés de la guerre civile. Le Burundi est un pays avec une stabilité politique relative. Il y a tellement d'enjeux finalement autour de cette guerre à l'est de la RDC qu'on a l'impression que toutes les organisations et tous les chefs d'État finalement font comme l'Union africaine, donnent l'impression de marcher sur des œufs. Madame Adon Begoudé, je pense qu'il faut que la RDC comprenne son rôle dans cette zone. Dans la région. Dans la région. Ok. Si la RDC ne peut pas assumer son leadership naturel en matière de territoire, en matière de population, en matière de richesse, alors ça ne vaut pas la peine que la RDC existe. Je pense que c'est ça le plus grand problème. Les autres ont peur que la sous-région s'embrase parce que ils savent le potentiel, la capacité de la RDC. Chacun y voit son intérêt. Mais bien sûr. Okay. Et donc, aujourd'hui, sachant que tout c'est... Je vous ai dit que le M23, ce n'est pas seulement les Rwandais. Il y a les Burundais. Oui. Il y a les Ougandais. Vous voyez un peu? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Kenyans là-dedans. Mais vous voyez que, en fait, chacun veut mettre à sac la RDC. Chacun veut profiter, n'est-ce pas, de là. Parce qu'en réalité, c'est pour trouver des solutions concrètes. L'Europe, ou bien les Occidentaux, la mafia, n'est-ce pas, européenne, a dit, par exemple, à l'Ouganda, au Burundi, ok, on vous colle la paix, mais donnez les hommes, n'est-ce pas, pour qu'on sème le chaos en RDC, pour que cette zone-là ne soit pas gouvernable. Parce que quand une zone n'est pas gouvernable, il y a une exploitation anarchique. Et cette exploitation anarchique, n'est-ce pas, profite à qui? Ne profite pas. Même quand les rebelles même exploitent l'or, le diamant et tout ça, ils le revendent au marché noir. Et le marché noir, qui sont les acheteurs du marché noir? C'est toujours les Européens. C'est toujours ceux qui en ont besoin et ils achètent à vil prix. Et parfois même ils achètent en échange d'eux. C'est-à-dire nourriture, armes, munitions. Vous voyez un peu? En les encourageant, en disant, maintenant, le projet du M23, c'est lequel?
parlons peu, parlons vrai. Quel est le projet du M23? C'est une organisation politique qui a pris les armes pour conquérir le pouvoir en RDC. Ils n'ont pourtant pas de revendications politiques sues et connues de tous. Exactement. À part un dialogue réclamé depuis plusieurs années avec l'exécutif en place. Mais madame, donc à partir de là, vous devez comprendre que ce n'est pas une organisation, ce n'est pas quelque chose, c'est juste un groupuscule de personnes, n'est-ce pas, monté de toutes pièces pour nuire à un État. Et de nuire à toute l'Afrique. Parce que si la RDC est nuit, ça veut dire que c'est toute l'Afrique qui est en difficulté. Je le dis bien et je ne ferai que le répéter. Et donc, chacun sait de manière consciente dans cette sous-région que si la RDC, en fait, si tout est concentré vers la RDC, ils auront un peu de paix. L'Ouganda aura un peu de paix. Le Burundi aura un peu de paix. Le Rwanda aura un peu de paix. Aura un semblant de développement comme vous le voyez là. Et ça permettra à Paul Kagame, n'est-ce pas, de continuer à jouer au mégalomane, d'être le seul, n'est-ce pas, chez lui, que quand vous levez la tête, il vous coupe. Il coupe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces gens, véritablement, oui, ils ont peur de l'embrasement de la sous-région, pas pour l'intérêt, n'est-ce pas, général, mais pour chacun son intérêt personnel, de son État. Mais il ne regarde pas l'intérêt de toute l'Afrique et l'intérêt surtout de la RDC qui est victime d'une agression, d'un complot planétaire, d'un complot global où des gens, des mafiosos du monde se sont assis pour justement partager la RDC. Et donc, il faut véritablement que les autorités, n'est-ce pas, congolaises, les Congolais, prennent conscience que ils sont attaqués, n'est-ce pas, depuis des décennies. Merci André Christelle Fonga. Alors pour résumer avec vous, si on vous comprend bien, il ne faut pas compter sur l'Union africaine qui marche sur des œufs avec son appel, je cite, au Rwanda à cesser son soutien envers le M23 et son appel au M23 à déposer les armes. Il faudrait également ne rien attendre de particulier de cette assise qui aura certainement lieu le 28 janvier prochain ou alors le 29 en fonction du fuseau horaire bien sûr, car l'annonce a été faite sous 48 heures par le président William Ruto. Ne rien attendre de cette réunion qui fera asseoir le président Kagame, le président Tshisekedi. Les deux viendront. Justement, car lors de la dernière assise qui était prévue, la RDC avait fait le déplacement et le Rwanda non. Donc les accords ont une fois de plus piétinés. Mais je vous dis que le problème, c'est justement l'incapacité de ces deux personnes à s'asseoir et à dialoguer. Parce que chacun ayant, n'est-ce pas, son agenda. Parce que M. Paul Kagame a son agenda piloté par l'Occident qui est de mettre à sac la RDC. Félix Antoine Tshisekedi est volontaire, veut une solution pour son pays, mais la solution ne passe pas par le dialogue ou bien par ces réunions, n'est-ce pas, avec le Rwanda ou bien le M23. Donc, il ne pense pas, qu'il ne s'accommode pas à ces soi-disant dialogue et tout ça. Non, ça ne trouvera pas la solution à la RDC. Merci André Christelle Fonga, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui aujourd'hui voit finalement cette escarmouche attendue du Rwanda pour déclarer la guerre comme il l'avait si bien mentionné, continue en tout cas de prendre patience. Nous allons sans transition parler à présent, car l'émission touche à sa fin, André Christelle, de l'actualité qui met en exergue cette fois-ci la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mali, Burkina Faso et Niger semblent peaufiner leur sortie définitive de la CEDEAO qu'ils avaient déjà de leur côté actée, tandis que la CEDEAO avait laissé en délai jusqu'au 29 janvier pour acter leur départ définitivement. Pendant ce temps, de l'eau a coulé sous le pont, l'AES
l'AES annonce pour le 29 janvier prochain la mise en circulation de son passeport, bien sûr du passeport de l'AES, qui viendra en remplacement au passeport de la CEDEAO, tout en rappelant que ceux qui détiennent encore ce passeport pourront l'utiliser jusqu'à expiration. La même AES annonce également la création d'une banque, sans oublier la mise en place de cette armée composée de 5000 hommes ressortissants chacun, on peut le dire comme ça, tous plutôt d'une armée des 3 pays. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso entendent de former 5000 hommes au sein d'une force unifiée. On peut dire en tout cas que l'AES a tourné définitivement la page à la CEDEAO. La CEDEAO en a-t-elle fait autant, André Christelle Fanga? Je voulais rebondir, revenir en arrière un peu sur le dossier de la RDC. De la RDC, en disant simplement que prions beaucoup pour la RDC. D'accord. Parce que c'est un pays qui est un moteur pour l'Afrique. Nous, les panafricanistes, nous devons comprendre nous comprenons les enjeux, n'est-ce pas, de ce pays-là. Donc, au-delà de l'aspect physique, il y a aussi l'aspect spirituel de la chose. Et donc, prions beaucoup pour la RDC, élevons des prières pour ce pays-là, pour que cette situation, n'est-ce pas, puisse trouver une issue favorable. Ça, vraiment, c'est un pays de cœur, je vous l'ai toujours dit, n'est-ce pas, la RDC, c'est un pays de cœur. Donc, nous aimons bien la RDC, nous aimons bien les Congolais, nous aimons bien, n'est-ce pas, le Lingala, mais que ça ne devienne pas un frein pour prendre conscience que leur pays est attaqué et fait partir, n'est-ce pas, des éléments sur qui, n'est-ce pas, l'Afrique compte pour sa vraie souveraineté, son vrai développement et le reste. Donc, vraiment, c'était juste un appel à la prière à la fin, parce que après avoir analysé géopolitiquement, géostratégiquement et tout ça, mais cet aspect-là aussi est d'une importance capitale pour que les choses puissent s'arranger de ce côté-là. Alors, revenons à l'AES. L'AES est prêt depuis longtemps, dans leur conscience, dans leurs actes, dans leur attitude, n'est-ce pas, de sortir de la CEDEAO. Ils ne sont même plus à ce niveau-là. Mais c'est la CEDEAO qui était encore dans une posture pensant que c'était des plaisantins. C'est des gens qui vont vite se décourager. C'est des gens qui vont vite revenir à la raison. C'est pour ça qu'ils ont laissé le temps et le timing, n'est-ce pas, pour essayer de voir si on pourra peut-être déstabiliser. Ils allaient rebousser chemin? Non, pas rebousser chemin, que le plan ourdi par la CEDEAO, c'est-à-dire les assassinats, n'est-ce pas, les bombardements, les crimes organisés, les crimes économiques, les crimes, n'est-ce pas, terroristes, djihadistes, fomentés par la CEDEAO et leurs vrais patrons occidentaux, allaient réussir entre-temps. Donc, peut-être on allait assassiner Ibrahim Traoré, on allait tuer Assimi Goïta, on allait tuer le général Tchiani et remettre Bazoum au pouvoir, peut-être aller révérer, n'est-ce pas, Ibrahim Boubacar Keïta qui est mort, peut-être, n'est-ce pas, réinstaller Rochma Kaboré, ou bien sortir d'Amiba, n'est-ce pas, du Togo pour l'installer au pouvoir, ou bien aller même ressusciter le mort-vivant, M. Blaise Compaoré, n'est-ce pas, venir l'installer au pouvoir. Voilà les plans de la CEDEAO. Eux, ils étaient encore dans la logique qu'ils vont mettre des freins, des groulots d'étranglement. Ils vont mettre des éléments, n'est-ce pas, qui vont, parce qu'ils ont repoussé là-dedans, qui vont empêcher, n'est-ce pas, ces gens-là de penser véritablement sortir, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Alors que c'était déjà bien pensé. C'était déjà bien... En fait, ils pensaient que non, c'est des jeunes, oh non, c'est par un coup de tête qu'ils ont fait cela. Mais non, c'est une idée, c'est un construit, c'est quelque chose de solide, n'est-ce pas, qui a amené ces 3 pays à se mettre ensemble et de former la charte du Liftako Gourma qui permet, n'est-ce pas, de la mise en place de cette confédération appelée l'AES. Et donc, les réflexions sont en train d'aller plus vite et plus loin parce que les défis sont aussi énormes. Les défis sont énormes, pourquoi? Parce que si l'AES, avec la mise en place de ces différents éléments dont vous avez cité, c'est-à-dire la mise en place d'un passeport, de l'AES, la mise en place d'une force conjointe, n'est-ce pas, qui va
il faut préciser que cette force conjointe, n'est-ce pas, ne dépendra pas des armées des États. Donc, ça sera une force, n'est-ce pas, indépendante. Qui aura pour mission de lutter contre le terrorisme et le djihadisme, n'est-ce pas, dans tous les... qui aura son propre commandement. Vous voyez un peu? Donc, c'est un élément extrêmement important. Et maintenant, la mise en place, n'est-ce pas, de plusieurs choses qui sont en train de se construire et qui consolident justement l'alliance du Liftako-Gourma. Donc, je pense que la création de la banque, n'est-ce pas, centrale de l'AES et tout ça. Et maintenant, je suis sûr que dans la création de la banque centrale de l'AES, il y a la monnaie qui est sûrement en lame de fond, n'est-ce pas, qui est en train de justement de se mettre en place. Donc, vous voyez que c'est des éléments extrêmement importants pour devenir un État souverain. Et comme la CEDEAO n'est pas prête à devenir, n'est-ce pas, un espace souverain, parce que à sa tête, il y a des laquais. Il y a des mains au Togo. Bon, il paraît même qu'ils ont demandé qu'ils veulent rejoindre l'AES, je ne sais pas. Ok. Ils ont déclaré qu'il ne serait pas impossible pour le Togo de rejoindre l'AES. D'accord. On sait que le Togo de Yadema, la Côte d'Ivoire de Ouattara, mais c'est M. Alassane Dramane Ouattara, c'est un pro-Occident. Donc, il ne peut pas lâcher, n'est-ce pas, l'Occident pour s'attacher à l'AES. Et donc, vous voyez que la plupart des États aujourd'hui qui composent la CEDEAO sont des États, n'est-ce pas, qui sont affiliés complètement à la néocolonisation, aux colonisateurs. On a un pays qui semble sortir du décor, c'est le Ghana. Le Ghana qui a annoncé la nomination d'un envoyé spécial auprès de l'AES avec le nouveau président John Dramani Mahama. C'est possible que quelque chose sorte du Ghana. Parce qu'il faut vous rappeler que nous avons quand même vu, par exemple, l'ancien président Nana Akufo-Addo agir au début de son magistère avec des positions un peu panafricaines, qui avait même repris Macron dans une interview. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, je connais les méthodes françaises et occidentales. Vous voyez, quand vous devenez un peu émancipé, on va créer une rébellion. Et pendant cette période-là, le Togoland est sorti. Le Togoland, c'est une partie des soi-disant des rebelles, n'est-ce pas, qui veulent créer, n'est-ce pas, un État appelé le Togoland. Et ça fait, peut-être c'est ça qui a fait reculer, n'est-ce pas, Nana Akufo-Addo. Et les conditions aussi du FMI, vous savez qu'il y a eu une crise économique au Ghana qui a justement fragilisé complètement le Ghana. Et donc, ces différents éléments-là, et le FMI, vous savez que c'est l'un des instruments de matraquage, l'un des instruments, n'est-ce pas, de soumission, l'un des instruments, n'est-ce pas, pour vous soumettre obligatoirement, n'est-ce pas, au diktat, n'est-ce pas, des colonisateurs. Et donc, le FMI travaille dans ce sens-là. On vous dit, OK, les appuis budgétaires, par exemple, comme ce qu'on a fait à la RCA, avec la coupure de l'aide de ceci, de l'aide de cela, et tout, les appuis de ceci et les appuis de cela. Et finalement, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans l'impossibilité, parce que tellement vous avez ancré, n'est-ce pas, votre système sur les appuis budgétaires, sur les prêts, sur les ceci et cela. Mais écoutez, je ne pense pas qu'un pays peut se développer avec l'aide. Un pays ne peut pas se développer avec les appuis budgétaires. Un pays ne peut pas se développer avec les dettes, l'endettement. Ne peut pas se développer, n'est-ce pas, avec tous ces différents éléments du système capitaliste néolibéral. Aucun. Et donc, vous voyez que tous ces différents instruments-là ont été mis en place pour justement bloquer la plupart de ces pays-là, et que quand ce chef d'État-là veut avoir des positions souveraines panafricanistes, on le rappelle rapidement à l'ordre. Donc, nous constatons qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la CEDEAO, qui est, n'est-ce pas, une succursale, n'est-ce pas, une demi-succursale, parce que la grande succursale de l'Union européenne, c'est l'Union africaine, une demi-succursale, c'est la CEDEAO. Et les autres organisations sous-régionaux que vous connaissez, qui ne obéissent au doigt à l'œil qu'à l'Union européenne et, n'est-ce pas, aux Nations Unies. Mais écoutez, je pense qu'il y a des décisions révolutionnaires que nous devons prendre. Les États-Unis, par exemple, à l'arrivée de Donald Trump, il dit qu'il quitte l'OMS. Pourquoi il quitte l'OMS? C'est l'Organisation mondiale de la santé. Et si vous voyez un pays africain décider de quitter l'OMS, ou l'UNICEF,
ou je ne sais pas, ONU Femmes, ou machin, toutes ces organisations-là. Mais Donald Trump dit, mon pays, c'est terminé avec l'OMS. Parce que à l'OMS, il y a eu un complot planétaire. Le Covid. Le Covid était un complot planétaire où l'OMS était, n'est-ce pas, au cœur. Et les gens comme les Donald Trump n'étaient pas d'accord. Parce que ça permet à des tueurs comme M. Bill Gates d'envahir le monde avec leurs vaccins et leur soi-disant aide, machin et tout le reste là pour inoculer, n'est-ce pas, des virus et tout ça, des maladies aux gens et tuer une bonne partie de la population. Donc vous comprenez que aujourd'hui les pays africains conscients prennent des décisions assez radicales comme ce qui est en train de faire ce qui est en train de se faire actuellement dans l'AES. C'est des décisions assez importantes. Et je pense que ça doit aller au-delà. Ça doit s'accélérer, ça doit s'accentuer. Et donc, Madame Bégoudé, oui, la CEDEAO et l'AES, c'est deux entités maintenant bien différentes. Et nous pensons que l'un doit maigrir. Non, Jean-Baptiste avait dit quoi à Jésus? Il faut que toi tu croisses et que moi, je décroisse. Okay. Donc, c'est-à-dire, la CEDEAO doit décroître, il faut que l'AES puisse croître. Parce qu'il y a l'autre qui est venu préparer le chemin, et il y a l'autre, n'est-ce pas, qui est le chemin. Le chemin de l'Afrique actuelle, c'est l'AES. Et donc, mission terminée pour la CEDEAO. Donc, il faut, et j'encourage les États comme le Ghana, qui nomme justement un envoyé spécial, n'est-ce pas, dans l'AES, oui, qu'il puisse faire le pas, justement, qu'il rejoigne, n'est-ce pas, la charte. Vous imaginez ce que ça peut faire, ce que ça va secouer, n'est-ce pas, au niveau encore de la CEDEAO. Si un pays comme le Ghana s'allie à l'AES, et d'autres qui sont aussi en train de... on a des tendances. Je pense que ça va accélérer le processus. Et nous avons bon espoir que beaucoup de choses, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, de cette décision courageuse des pays, de la charte de l'Iftako Goma, sont en train de produire aujourd'hui. C'est une chance pour nous, l'Afrique. Merci à vous, André-Christelle Fanga. L'AES est une chance pour le continent africain qui aujourd'hui est assoiffé d'indépendance, de souveraineté et de liberté, ainsi que son peuple d'ailleurs. Merci infiniment pour vos analyses, votre expertise et votre disponibilité. On se donnera rendez-vous la semaine prochaine, André-Christelle Fanga, pour avoir à nouveau votre regard panafricain sur l'actualité africaine et d'ailleurs. Eh bien, notre programme s'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis un soldat. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là. Merci. Bonne soirée. Merci à vous, André-Christelle. Merci également à la partie technico-artistique savamment orchestrée par Kelly derrière les caméras et à la mise en onde. Merci à ceux qui nous ont écoutés et regardés sur notre fréquence, mais aussi nos plateformes internet For You Media Africa, sans oublier notre télévision For You Télé. Merci infiniment à tous. Restez en compagnie de nos différents médias car l'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, Bamako.